Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire de la journée, ce webinaire indispensable. On est cet après-midi avec Sylviane Leclerc de l'Opco Santé, qui se présentera dans un instant, un webinaire consacré à la thématique « Former pour recruter ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur nos indispensables. Les indispensables, ce sont d'abord toute l'année des outils pour accompagner les entreprises sous accord à recruter, des outils, des formats de rencontres, des formats d'événements, et ça c'est tout au long de l'année. Et puis c'est 3 journées par an, les journées indispensables qui voient se concentrer un certain nombre d'événements à la fois au niveau national à travers ces 6 webinaires sur 2 jours et puis aussi des événements sur le terrain dans chaque région, événements que vous retrouvez sur la page du site www.indispensable.org. L'objectif de ces indispensables, c'est bien le recrutement de personnes en situation de handicap dans le secteur sanitaire et social associatif. Et c'est autour de cette thématique et autour des nouvelles pratiques de recrutement de personnes en situation de handicap que nous avons organisé ces 6 webinaires. Alors, entrons vraiment dans le vif du sujet. À côté de moi, donc Sylviane Leclerc, responsable de l'alternance et des partenariats à l'Opco Santé. Bonjour Sylviane, merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter l'Opco Santé? Bonjour Pierre-Marie, merci de m'accueillir pour ce webinaire. Donc, en quelques mots, l'Opco Santé, qu'est-ce que c'est? L'Opco Santé, c'est un opérateur de compétences pour le secteur de la santé privée. Donc, comme son nom l'indique, en fait, une de nos missions principales, c'est d'accompagner le développement des compétences des structures adhérentes à l'Opco Santé. Donc, l'Opco Santé couvre 3 grands secteurs, le secteur sanitaire, le secteur médico-social et le secteur social, et notamment ces 3 secteurs de la branche associative. On couvre 1,3 million de salariés environ et 20 000 entreprises et associations qui relèvent du champ de la santé privée. Alors plus en détail, comment accompagne-t-on les compétences des salariés des structures relevant de l'Opco Santé? Déjà en faisant la promotion et en finançant les contrats en alternance. Quand je parle de contrats en alternance, c'est les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ensuite, on a aussi un rôle d'appui aux branches, c'est-à-dire qu'on va appuyer les branches professionnelles dans la déclinaison de leurs orientations emploi-formation en lien avec les lois et les réformes gouvernementales. Et ensuite, en dernier lieu, et ça concerne également le public bénéficiaire en fait le public bénéficiaire qui nous occupe aujourd'hui, c'est de promouvoir et de favoriser la formation des salariés les plus éloignés de la formation et les plus fragilisés, dont les salariés en situation de handicap. Merci. Alors en 2022, l'Opco Santé a signé la charte indispensable. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Opco s'est engagé autour de cette charte? Alors, la charte indispensable, c'était pour nous important. Déjà, l'Opco Santé voulait marquer sa volonté d'accompagner le public des personnes porteuses d'un handicap pour sécuriser leur parcours professionnel et surtout sécuriser leur recrutement dans les structures relevant de notre champ. Ensuite, en tant que signataire, il était important pour nous de porter le message avec tous les acteurs œuvrant autour de ce sujet. Les Cap Emploi, l'appareil de formation et toutes les associations en fait qui ont signé la charte comme le groupe SOS, les APF, la Croix-Rouge française par exemple. Bon. Parfait, alors on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant. Concrètement, comment l'Opco permet à des personnes en situation de handicap d'être recrutées dans le secteur? Donc ça, c'est un peu notre thématique et il y a notamment le contrat d'apprentissage qui est quand même une voie royale pour ce public-là, particulièrement pour être recruté. Comment ça marche et quels bénéfices a-t-on, notamment quand on est une personne en situation de handicap? Ok.
Donc en fait, on va essentiellement parler du contrat d'apprentissage parce que le contrat d'apprentissage pour les personnes porteuses d'un handicap a deux avantages majeurs qui ne sont pas forcément financiers, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'âge oui, ça, c'est important. Pour les personnes porteuses d'un handicap et surtout, on peut adapter le parcours de formation en allongeant le parcours de formation au-delà de ce qui est réglementaire pour la personne de droit commun, je dirais. Jusqu'à, il y a une limite? Jusqu'à 4 ans, en fait. Ce qui permet, par exemple, si la personne s'engage sur une formation d'éducateur spécialisé, qui est une formation sur 3 ans normalement, elle a 4 ans pour arriver au bout de son projet de formation et au bout de son projet professionnel. C'est le principe du tiers-temps adapté sur le contrat d'apprentissage, presque. Presque, presque. Alors, ce qui est important à savoir, et ça concerne plus les centres de formation d'apprentis, mais les employeurs en fait ont un rôle à jouer sur ce sujet quand ils ont envie d'embaucher un apprenti reconnu handicapé, c'est qu'en fait il y a une majoration des financements de droit commun. Donc le contrat d'apprentissage est financé ce qu'on appelle vulgairement au coût contrat, c'est-à-dire pour une année de formation, il y a un coût qui est défini en fonction de la typologie du diplôme. Ce coût, par exemple, il peut être de 8 000 € par an. Et en fait, si le contrat dure 3 ans, ces 8 000 € sont multipliés par 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les apprentis qui sont porteurs d'une reconnaissance RQTH, ce coût est majoré et il peut être majoré jusqu'à 4 000 € par an. Donc, 12 fois 3, 36. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que cette majoration en fait a été définie par décret en fait sur le financement, d'un parcours en apprentissage. Qu'est-ce que comprennent ces 4 000 €? Alors attendez, c'est indolore pour l'employeur. On est bien d'accord que de toute façon, c'est pas l'employeur qui paye ces 4 000 €. C'est pas l'employeur qui paye ces 4 000 €. C'est une majoration de notre financement. Okay. Alors pour être peut-être plus précis, l'OPCO Santé reçoit des fonds de France Compétences pour financer les contrats d'apprentissage. Sur ces contrats d'apprentissage, ça nous permet de financer le coût contrat annuel, donc les 8 000 € dont je parlais tout à l'heure, auxquels s'ajoutent les 4 000 € si jamais l'apprenti est reconnu personne handicapée et que les actions sont mises en œuvre par le CFA pour accompagner cet apprenti. L'employeur n'a même pas à faire l'avance de trésorerie. Parce que généralement, sur la formation, vous faites l'avance de trésorerie et l'OPCO Santé vous rembourse. Là, en fait, on paye directement le centre de formation d'apprentis. Et qu'est-ce qu'il fait le CFA avec ces 4 000 € ? Alors, qu'est-ce qu'il fait le CFA avec ces 4 000 €? Déjà, il a un référent handicap dans le CFA. Ah oui, il est obligé. Il est obligé. Donc, ce référent handicap, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il évalue le besoin de compensation. Parce que les 4 000 €, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un plafond. Ça peut être 1 000, 2 000, 3 000, jusqu'à 4 000, si tous les postes que je vais évoquer sont couverts. Donc déjà, il y a la partie positionnement et évaluation du besoin de compensation. Ensuite, et c'est un lien avec l'allongement du contrat d'apprentissage, il y a toute l'adaptation pédagogique et l'adaptation de la mise en œuvre des épreuves de certification. Je dirais comme dans l'éducation nationale avec l'épreuve qui est rallongée, le traducteur ou le matériel facilitateur pour passer l'épreuve. Ensuite, il y a tous les équipements techniques à mettre en œuvre pour que l'apprenti puisse suivre la formation dans des conditions similaires que son voisin. Ensuite, il y a également un volet qui est plus de l'accompagnement, c'est le soutien en entreprise en fait. Ah oui, ça c'est très important parce que les employeurs disent beaucoup, moi j'ai besoin de ne pas être tout seul éventuellement pour certains types d'apprentis qui ont un besoin renforcé d'accompagnement. Tout à fait. Donc le tuteur en entreprise, il doit déjà prendre en compte qu'il accueille une personne porteuse d'un handicap, mais le tuteur peut être est aidé, en tous les cas c'est évalué s'il y en a besoin dans le positionnement initial, par le référent handicap du CFA qui peut mener une discussion avec le tuteur
pour adapter la progression des enseignements dans l'association, la pédagogie, ou peut-être une progressivité dans la difficulté des tâches et des missions à prendre en charge par l'apprenti. Voilà, c'est tout ce soutien-là que le référent handicap peut amener au tuteur. Est-ce qu'il peut aider l'entreprise ou le conseiller sur les aménagements de poste, ou là c'est vraiment d'autres, c'est les acteurs classiques? Là, c'est les acteurs classiques. OETH, tout à fait. Okay. Le référent handicap, il a vraiment par rapport à l'entreprise une action d'accompagnement et de conseil en fait. Il va pas, je vais peut-être pas utiliser le bon mot, il va pas auditer le besoin de compensation en entreprise en fait. C'est pas son métier. Donc c'est un contrat sécurisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est mieux financé, jusqu'à 4 000 €, c'est des conditions qui vont permettre de façon plus facile au contrat d'arriver à bon terme, disons, et dans des conditions qui permettent un accompagnement optimisé. C'est ça. C'est vraiment sécuriser le parcours de formation de l'apprenti. Et après, il y a ce forfait, ces 4 000 € prennent aussi en charge 2 autres actions portées par le référent handicap. C'est l'accompagnement autour de l'accès aux droits et l'accès à l'autonomie, en fait, dans le cadre de la formation. Donc logement, aide, mobilité, des choses plus classiques qu'on retrouve aussi chez les autres acteurs de l'emploi pour les personnes handicapées. Ce qui est important aussi à dire, c'est que, je ne sais pas si je l'ai dit en début de présentation, c'est que cette majoration du coût contrat intervient lorsque la personne a la reconnaissance RQTH en fait. Ça n'empêche que si une personne intègre un contrat d'apprentissage sans la reconnaissance RQTH, donc au début il n'y a pas cette majoration du coût contrat, mais si elle l'a en cours de contrat, elle peut la faire valoir en cours. Elle peut la faire valoir en cours. Voilà. Tout à Donc fait. si l'employeur, en discutant avec l'apprenti, s'aperçoit qu'en fait il y a une situation de handicap et une reconnaissance, il est encore temps de le faire savoir au CFA et de mobiliser la compensation. Bon, il ne faudrait pas non plus qu'on oublie que OETH rajoute son propre financement pour les contrats en apprentissage, 5 000 € par année de contrat, en plus de ce financement-là, ce qui permet aussi à l'employeur d'être accompagné aussi dans ce qu'il met en place dans l'accompagnement en entreprise. Sans oublier l'aide de l'État de 6 000 € sur la première année, l'aide unique, donc c'est du droit commun, mais ça permet, avec l'aide de l'OETH, d'avoir un volet financier qui permet de mieux accompagner ces publics. Donc, on résume, un coût contrat majoré jusqu'à 4 000 €, ce qui permet au CFA de bien faire les choses, on va dire ça en résumé. Une aide, 6 000 €, quelle que soit la durée du contrat de la part de l'État, plus 5 000 € annuels de la part de OETH, c'est quand même un sacré encouragement pour conclure des contrats d'apprentissage pour des personnes en situation de handicap. Alors, l'apprentissage, c'est super, mais un certain nombre de nos adhérents nous disent encore faut-il trouver des apprentis en situation de handicap qui soient prêts à entrer en formation. Alors je crois que l'OPCO, pas tout seul, mais l'OPCO Santé développe des dispositifs de pré-apprentissage, ou en tout cas qui préparent à l'apprentissage, notamment la préparation opérationnelle à l'emploi. On en a déjà parlé depuis hier. D'accord, oui, effectivement. Donc la préparation opérationnelle à l'emploi collective, j'insiste sur le collectif, parce que ça, c'est destiné à un groupe, c'est pas individuel comme son nom indique, est mis en place en partenariat avec le Pôle emploi national pour qu'on ait les financements pour pouvoir le mettre en œuvre, mais également les délégations régionales des pôles emploi pour pouvoir coller au mieux aux besoins des territoires. Donc les préparations opérationnelles à l'emploi, comme leur nom l'indique, préparent à l'emploi. L'OPCO Santé a une spécificité, c'est que nous avons beaucoup de diplômes qui ouvrent la possibilité d'exercer une profession réglementée qu'on ne peut pas exercer sans le diplôme. Sans diplôme. Les 2 tiers des emplois de notre secteur sont des emplois qui sont liés à un diplôme d'État ou à une certification.
Et donc, la POEC faisant 400 heures, nous sommes d'accord qu'un diplôme d'aide-soignant ou d'AES ne rentre pas dans les 400 heures. Ça ne va pas. Et donc, les branches constitutives de l'OPCO Santé ont un engagement fort en fait sur les préparations opérationnelles à l'emploi et un engagement fort en termes de sécurisation du parcours. C'est-à-dire que la préparation opérationnelle à l'emploi prépare à l'entrée en formation d'un diplôme d'État, donc le diplôme d'État d'aide-soignant ou le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Et ça, c'est un engagement très fort. L'idée, c'est que la personne, en sortant de préparation collective à l'emploi, ne se retrouve pas sans diplôme, mais qu'elle entre en formation pour être intégrée dans dans les structures associatives notamment, et avoir un emploi à l'issue. Vous n'êtes pas sans savoir que le métier en tension numéro 1 du secteur, c'est l'aide-soignant, en fait. Oui. Voilà. Et donc, les 70% de nos POEC préparent à l'entrée en formation en aide-soignant. Et alors, il se passe quoi dans une POEC, si on l'appelle comme ça? Et puis, surtout, puisque c'est des recruteurs, des employeurs qui nous regardent, beaucoup, en majorité en tout cas, quelle est leur implication? Est-ce qu'ils ont juste à attendre que la POEC soit finie pour après recruter en apprentissage, ou est-ce qu'on leur demande un peu de s'impliquer? Alors, déjà, avant, si vous me permettez, Pierre-Marie, avant, l'engagement de la branche se traduit aussi par le fait de proposer lors de ces POEC un accompagnement renforcé au niveau social. C'est-à-dire que comme les employeurs ont des difficultés à sourcer des candidats pour intégrer la branche, on a mis en œuvre, et dans nos cahiers des charges, en fait, c'est la condition numéro 1 pour les organismes de formation qui mettent en œuvre les POC, c'est de nommer un référent, un accompagnement social pour pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi les plus loin de l'emploi. Avec ou sans handicap, la question. Avec ou sans handicap, mais avec handicap aussi. C'est dans leur mission. Ensuite, le grand intérêt de nos POC, c'est que y a par rapport aux POC de droit commun des secteurs marchands, on va dire, c'est que on positionne le demandeur d'emploi. C'est-à-dire que la formation est sur mesure. On va pas faire une formation catalogue qu'on va appliquer aux 15 demandeurs d'emploi dans le groupe. Donc ça, c'est hyper important. On s'attache aussi à ce qu'il y ait des certifications intermédiaires. Si toutefois il y avait un échec à l'entrée en formation, la personne aura quand même un PSC1, le sauveteur secouriste du travail, la GFSU, qui lui permettra éventuellement d'intégrer une association en tant qu'agent de service hospitalier, par exemple. La GFSU, vous pouvez traduire. Alors, je ne connais pas la signification exacte de l'acronyme, mais c'est la formation en fait qui permet à quelqu'un d'exercer dans une structure médico-sociale et notamment auprès des personnes âgées en fait. D'accord. Et c'est intégré normalement au diplôme d'aide-soignant ou d'accompagnant éducatif et social, mais on le met dans la POEC pour que si jamais les personnes n'entrent pas en formation, elles aient quand même ce bagage pour pouvoir intégrer plus facilement le secteur. Donc l'OPCO Santé et le secteur mettent le paquet avec un accompagnement social qui font qu'on n'a pas des stagiaires qui sont, disons, livrés à eux-mêmes. Il y a un accompagnement particulier. Donc ça c'est ce renforcement-là qui a été choisi par le secteur. Alors ensuite, on source les candidats. Pôle emploi organise les informations, ce qu'on appelle nous les informations collectives, pour présenter le parcours et présenter le secteur et les métiers. Et là, en fait, les employeurs qui peuvent être intéressés, en tous les cas, nos délégations territoriales emmènent dans ces informations collectives des employeurs qui vont parler de leur métier en fait, histoire que ça ne soit pas un discours à plat du service public de l'emploi. Et donc c'est là où les employeurs s'impliquent, c'est qu'en fait ils vont participer au sourcing. Ils participent au sourcing, mais surtout la POC et notamment nos POC prévoient
des stages en immersion dans les structures médico-sociales du secteur. Et là, en fait, c'est le grand intérêt, c'est que l'employeur peut évaluer le demandeur d'emploi et évaluer sa capacité à s'intégrer, sa motivation, et voilà. Vérifier l'adéquation. Vérifier l'adéquation du projet avec le projet associatif. En fait. Et donc on peut imaginer un parcours, l'employeur repère des bons candidats à travers les POEC et ensuite les accompagne par un contrat en apprentissage. C'est la suite logique. Pour une personne en situation de handicap, on voit que toutes les cases sont cochées. Un accompagnement social dès la POEC, un recrutement qui est validé par l'employeur qui va se dire tiens, c'est un bon profil, ce qu'ils nous disent souvent, et derrière un contrat en apprentissage avec des moyens renforcés. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, d'ailleurs, ça marche ? Quel résultat est-ce qu'on a des exemples ou en tout cas disons un peu de chiffres qui nous permettent de dire c'est pas que de la théorie ce dont on parle, il y a des exemples qui marchent. Alors sur la POEC et sur les 3 métiers aide-soignant, accompagnant éducatif et social et agent de service hospitalier, en 3 ans en fait on a formé 2041 personnes qui ont intégré le secteur. Enfin, qui ont intégré, pas forcément le secteur, qui ont intégré une formation pour pouvoir exercer dans le secteur. Et est-ce qu'on sait combien sont en situation de handicap ? Non, ça je ne sais pas. J'ai pas suivi. Bon, il faudrait au moins 6%, peut-être qu'on les a. Peut-être. Donc ça, c'est un résultat en effet important. Et sur l'apprentissage, alors, est-ce qu'avec toutes ces conditions dont on a vu qu'elles étaient formidables, est-ce qu'en effet, il y a des contrats en apprentissage pour les personnes en situation de handicap ? Tout à fait. On est, en fonction des années, entre 4 et 6% d'apprentis reconnus handicapés qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage dans les associations du secteur. Ça représente entre 400 et 600 apprentis par an, en fait. Donc voilà, l'OPCO Santé gère l'apprentissage depuis 2020, donc entre 400 et 600 par an. On est aussi sur une maille de 1500 à 1800 apprentis reconnus handicapés qui ont intégré, en tous les cas, en apprentissage, le secteur. Ce qui est quand même tout à fait significatif. Après, on pourra avoir envie de pousser vers 6-7%, mais en tout cas, ce sont déjà des résultats tout à fait significatifs. Alors, vous savez, on a les mêmes adhérents en partie. Nos adhérents nous disent souvent « oui, mais c'est très bien, mais alors est-ce que c'est compliqué de mettre en œuvre tout ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire ?» Donc de façon vraiment très très opérationnelle, pour mobiliser tout ça, qu'est-ce que les associations du secteur doivent faire ? Contacter qui ? L'OPCO, le CFA directement ? Comment ça marche pour actionner tout ce que vous nous avez présenté ? Un des premiers réflexes que vous pouvez avoir, en tous les cas, c'est de contacter votre conseiller en délégation. Votre conseiller en délégation va pouvoir vous réexpliquer en visuel, dans votre relation privilégiée, ce qu'on vient d'évoquer dans le cadre de ce webinaire. Ensuite, vous pouvez également effectivement voir avec le CFA, parce que les apprentis qui veulent suivre une formation du secteur, généralement, leur premier réflexe, c'est d'aller vers le CFA pour s'inscrire dans leur liste et ils cherchent une structure apprenante après. Et par contre, si le projet, en fait, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont reconnues handicapées. Là, moi, je vous invite aussi à contacter les acteurs de l'emploi qui prennent en charge ces personnes. Donc, Cap Emploi, par exemple, pour voir si dans leur fichier, il y a des personnes qui sont intéressées par les secteurs du social, du sanitaire, du médico-social, et ensuite prendre contact avec le CFA de votre région pour pouvoir discuter de tout ce que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire la compensation, comment on l'accueille et comment on le met en œuvre.
Alors j'ai cru aussi comprendre que l'OPCO était à la pointe de la technologie, parce que pour les POEC, les préparations opérationnelles à l'emploi, comment faire pour un employeur pour trouver la préparation opérationnelle près de chez lui? Et ça, c'est notre projet de l'année. Et il y a quelques semaines, en fait, sur notre site internet, vous avez une carte interactive des sessions ouvertes en préparation opérationnelle à l'emploi sur les différents lieux où elles sont mises en œuvre. Et donc, ça se présente comme une carte Google Maps avec la petite goutte Je suis localisé, on me dit près de chez moi, bientôt, dans 10 jours. Non, pas tout à fait. Donc il y a la carte de France avec la petite goutte rouge qui indique où est mise en œuvre une préparation opérationnelle à l'emploi dans les semaines ou les mois qui viennent. Et là, si vous êtes intéressé, je vous invite de cliquer sur le lieu. Et là, vous avez un formulaire qui s'affiche où vous exprimez votre intention de recruter quelqu'un sur le métier d'AS, d'AES ou d'ASH. Je suis désolée, Pierre-Marie, je viens d'utiliser... Je crois que ça va, on suit pour les acronymes, ça va aller. Et le conseiller, en fait, vous rappellera pour monter avec vous le projet, vous expliquer quand sont faites les informations collectives, s'il y a des candidats, s'il n'y en a pas, etc. Donc tout est sur le site de l'OPCO avec la carte interactive. Tout à fait. La POEC près de chez vous. C'est ça. Il n'y a plus qu'à. Bon, écoutez, en effet, il n'y a plus qu'à. Je crois que c'est vraiment le mot d'ordre de notre échange. Sylviane, peut-être une dernière question, encore une fois très pratique. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Sylviane, à un employeur qui souhaite recruter une personne en situation de handicap? C'est quoi votre conseil? Alors, mon conseil, c'est déjà un employeur qui souhaite recruter par alternance doit porter son projet auprès des équipes qui vont accueillir la personne en alternance. Donc, je dirais que personne en situation de handicap ou personne pas en situation de handicap, c'est le même combat. Il faut déjà qu'il y ait une acculturation des équipes accueillantes, en fait, pour que l'apprenti qui arrive dans la structure ne se pose pas la question au bout de 30 minutes, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire en fait? Donc vraiment travailler avec les équipes, avec le tuteur pressenti sur comment il va prendre en charge cet apprenti, et d'autant plus si cet apprenti est porteur d'un handicap. Mais moi j'ai tendance à dire que l'un ou l'autre, c'est le même combat. Il faut avoir envie d'emmener quelqu'un dans son parcours professionnel, dans la sécurisation de son parcours professionnel et dans l'intégration dans sa structure en fait. Merci Sylviane, on n'a pas eu le temps de dire, mais l'OPCO Santé, en partenariat avec OETH, nous accompagnons aussi les salariés qui sont en poste et qui sont en risque d'inaptitude dans leur évolution de parcours. Ça sera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Il nous reste à conclure. Merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve demain pour 3 nouveaux webinaires. Sylviane l'évoquait avec Keops et le réseau des Cap Emploi, également avec l'Arpège, et donc tout le programme de nos webinaires et des événements sur le terrain, vous les retrouverez sur www.indispensable.org. Bon après-midi à toutes et tous. Merci. Merci, au revoir.